Gérard Osterman, bonjour. Bonjour Pascal, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je t'accueille comme tout le monde, tu te présentes comme tu veux, tu prends le temps que tu veux. C'est difficile, je trouve une question toujours très difficile parce que est-ce que la façon de se présenter veut dire un peu tous ces titres et diplômes et tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les questions que je me pose par rapport à l'évolution de la santé mentale, de ma pratique de psychothérapeute. C'est ça qui m'intéresse. Et au fond, l'évolution de la psychothérapie telle que je l'entends, telle que je la pratique, elle est venue essentiellement de rencontres humaines, c'est-à-dire de certains rendez-vous qui ont, je dirais, marqué entre guillemets, carrière, hein, ou du moins ma trajectoire. Et j'en profite comme ça, ce qui me vient là tout de suite, pour rendre hommage justement à quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui malheureusement nous a quittés, qui est Alain Vallée, qui est un grand psychiatre avec une grande humanité et un pionnier dans le champ des thérapies brèves. Et Alain Vallée, bon, nous a quittés, mais il m'a vraiment appris, et en peu de temps, des choses qui ont aussi, je dirais, fait changer un peu ma représentation. Par exemple, quand il me disait, tu sais Gérard, je suis en train d'écrire un, un peu grâce à toi, Julien Bedbez, etc., un ouvrage autour du champ des addictions, et il disait cette phrase très simple, laisse couler la sensation liée à l'émotion. Laisse couler la sensation liée à l'émotion. C'est une phrase très simple, mais en même temps qui ouvre des perspectives, et je dirais qu'on pourrait presque mettre en lien avec la théorie polyvagale d'aujourd'hui, quoi. Enfin, celle qui a été proposée par Stephen Porges. Alors, mon souci, bien sûr, moi j'ai un parcours assez atypique. Je suis passé par la pharmacologie, la cardiologie ensuite, la médecine interne. Et puis, je suis arrivé à une démarche psychanalytique personnelle, d'abord freudienne puis jungienne. Et puis ensuite, on va dire, un peu ce mélange qui, j'espère, n'est pas une cafouillothérapie, mais un peu de la bricolothérapie, pourquoi pas, où j'ai donc une espèce de mosaïque de rencontres, effectivement, de champs théoriques sûrement. Comment, effectivement, être, je dirais, comme dirait Winnicott, un thérapeute suffisamment bon. Et dans ces rencontres personnelles qui m'ont marqué, bien sûr, il y a eu Roland Cahen, qui a introduit l'œuvre de Jung en France, avec qui j'ai passé quand même à peu près une dizaine d'années en psychanalyse et en psychanalyse didactique, et qui m'a énormément apporté. C'est un philologue, quelqu'un d'incroyablement passionnant. J'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours cardiologique, à la fin de mon parcours cardiologique, Michel Sapir, fondateur de la relaxation de sens analytique. Bien sûr aussi, à peu près dans la même période, Boris Cyrulnik, bon, dont, alors là, je pourrais y rester pendant plusieurs heures à en parler, parce qu'il m'a invité à faire partie de ces groupes de travail qui étaient liés à résilience et attachement, résilience et culture, résilience et biologie, attachement. Enfin bon, on a décliné ça dans plein de sens grâce à lui, avec des gens d'exception, qui soient généticiens, qui soient des neuroscientifiques comme Lionel Nakache, Pierre Bustani. Bon, c'était une aventure passionnante. Puis il y a eu David Servan-Schreiber. David Servan-Schreiber, c'est une rencontre, je dirais, étonnante, une sorte un peu de coup de foudre aussi intellectuel, avec une discussion vive et un peu houleuse au départ entre le MDR et l'hypnose. David m'affirmant que non, le MDR n'est pas de l'hypnose, il y a très peu d'hypnose. Moi, je suis convaincu, et je reste convaincu aujourd'hui, qu'au fond, le MDR, c'est quand même de l'hypnose. Et puis, il y a eu ensuite la rencontre avec, plus récemment, avec des tas de gens, dont toi, mais des gens passionnants comme Julien Bedbez, qui m'a appris la thérapie narrative, enfin, qui m'a ouvert le champ vers la thérapie narrative. Je signale quand même que quand j'étais en cardiologie, j'ai eu Julien Bedbez comme interne et à qui j'avais donné une première formation préliminaire, on va dire, à l'hypnose. Et il était très, très ouvert à ce moment-là à l'hypnose. Ensuite, il y a eu Éric Bardot avec sa thérapie des mondes relationnels, avant ça s'appelait l'HTSMA, peu importe, ou des gens comme Antoine Bioy, plus récemment ces dernières années, dont je considère aujourd'hui que c'est, bien sûr, dans le droit fil, on pourrait dire, de François Roussin, vraiment un des penseurs de l'hypnose aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens
je ne peux pas citer tout le monde et je m'en excuse auprès d'eux parce qu'il y a énormément de rencontres qui ont joué sur ce que j'appellerais ma formation. Mais ça serait très dommage d'oublier les patients qui ont aussi m'ont beaucoup appris. Comme toi, et on a eu l'occasion d'en parler, c'est pourquoi? Parce que les patients, non seulement il y a ces rencontres singulières, mais ils viennent souvent nous déloger dans nos certitudes, justement quand on est trop ancré dans un schéma théorique. Bon, je cite souvent cette phrase, c'est un peu un refrain chez moi, chez un patient alcoolo-dépendant qui m'avait dit un jour, vous savez, docteur, lever le coude est encore la seule façon de ne pas baisser les bras. C'est-à-dire qu'il avait compris que l'alcool était d'abord une solution avant d'être un problème. Et puis, je pense aussi à cette patiente là, qui me vient, là, cette patiente qui évoquait ses compulsions boulimiques et qui disait cette phrase que je trouve absolument magnifique. Vous savez, docteur, mon corps n'en fait qu'à sa tête. Voilà, c'est histoire de présenter. Mais en fait, si j'évoque un peu, par exemple, Victor Hugo disait, je le dis à peu près de mémoire, mais il y a aussi ces personnes que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, qui vous disent une phrase, qui vous accordent un petit instant, une minute, une demi-heure, et ça change le cours de votre vie. Et je crois que c'est ça, et on est fait de toutes ces rencontres-là qui vont jouer considérablement sur tel ou tel intérêt, telle ou telle approche. Alors c'est vrai que dans mon approche, il y a eu l'approche cardiologique, et je reste très, très, comment dirais-je, même aujourd'hui, très sensible à l'approche rythmologique. Peut-être on y reviendra tout à l'heure, par rapport à la musique, par exemple, et par rapport à la notion de rythme. Souvent, on a eu l'occasion d'échanger sur ce point, Pascal, c'est cette notion d'accordage, de double accordage entre le patient et le soignant. Et dans ce double accordage, il y a vraiment la question du tempo, il y a la question du tempo et de l'espace. Et c'est entre le moment où il y a ce rythme et en même temps cette arythmie que peut se refaire quelque chose. Et là, c'est quelque chose qui, moi, à mon avis, mérite d'être encore pensé de, sur le plan de la relation thérapeutique. Alors bon, il y a eu ce passage effectivement cardiologique, et puis après, à la fin de mon parcours où je suis parti aux États-Unis, je pensais revenir comme prof de cardio, c'était ce qui était entendu avec l'équipe, j'avais passé l'agrégation, je devais revenir dans le service de cardio, loin des yeux, loin du cœur, on connaît bien l'expression, et donc du coup, c'est là où le chef de service m'a dit, écoutez, désolé Osterman, et c'est là où quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, le professeur Le Ténéger à Reims, m'a pris sous son aile, comme on dit, pour faire de la médecine interne avec une orientation un peu cardio, enfin, etc. Et en même temps, c'est là où j'ai eu un accident de voiture dont il m'est encore pénible d'en parler parce que j'ai perdu un ami dans cet accident de voiture, avec quelqu'un qui est arrivé justement en face, qui était un Allemand qui avait 3,50 grammes d'alcool dans le sang, qui n'a même pas freiné, c'était en haute côte. Il dépassait en haute côte un semi-remorque. Et en fait, ça a généré pour moi, non seulement bien sûr la perte d'un ami, c'est un choc extrêmement important, bon, quelques fractures en particulier du sternum, mais c'est pas ça le problème. Le problème, ça a été finalement deux choses. À la fois, dans ma tête, peut-être ce problème de l'alcool en face qui finit par tuer les gens, et en particulier sur le plan accidentologique, et puis en même temps, la douleur. Parce que là, je suis rentré dans un schéma douloureux où on peut dire aujourd'hui, avec les critères de l'Association internationale de Study of Pain, que j'ai rentré dans une douleur chronique. Et j'ai eu du TENS, c'était au début, hein, tout ça. J'ai eu les- Et en fait, comme j'avais été formé à l'hypnose du temps de Chertok, hein, moi j'ai commencé par l'hypnose formelle, et on commençait par apprendre l'auto-hypnose, c'est vrai que là, je suis revenu justement à mon intérêt grandissant pour la douleur et les douloureux chroniques. C'est parti d'une expérience personnelle. Et peut-être, et c'est là où j'en ai pris conscience, mais très tardivement, peut-être aussi mon intérêt pour les problèmes d'addiction et le problème d'alcool. Bon, enfin, c'est peut-être tiré par les cheveux, comme on dit, c'est capillotracté pour faire savant, mais quand même, il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, aujourd'hui, euh, j'écris, enfin, j'essaie de soigner des patients, entre guillemets, douloureux chroniques, même si j'aime pas le terme chronique. J'aime pas le terme chronique parce que chronique, ça signifie qu'on ne reviendra jamais comme avant. Bon, aujourd'hui, je remercie l'univers, mais je ne souffre pas de douleur. Donc, ou du moins des douleurs banales comme tout le monde. Donc, quand on m'avait qualifié à un moment de syndrome douloureux chronique,
moi, ça me pose problème parce que je crois que tu le sais comme moi, dans une relation d'hypnose, et en particulier en hypnose conversationnelle, il est important de parfois de recadrer, de reformuler, de paraphraser et de dire, par exemple, eh bien, si je comprends bien, vous avez une douleur qui se répète tous les jours. C'est pas la même chose qu'une étiquette nosologique qui enferme comme douleur chronique. Voilà. Bon, c'était un petit point comme ça, mais je te laisse poursuivre. Voilà. Donc, c'est peut-être l'intérêt pour le champ addiction. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui l'éclaire. Pour le champ douloureux, ça sûrement, parce que j'étais vraiment concerné par la douleur et je voyais bien que ben, les antalgiques, ouais, c'est pas mal, heureusement qu'ils sont là, mais ça suffit pas. Hmm. Alors merci Gérard, c'est bien, on est rentré dans l'échange. Alain Dejour, tu le connais? Très bien, Tu enfin très le- bien, c'est pas un ami, mais je me suis j'ai beaucoup lu ses travaux parce qu'il avait quand même à la fois ce background de formation d'une culture psychanalytique et en même temps, on va dire, psychosomatique au noble sens du terme, et puis également lié à la souffrance au travail, ouais, par exemple. Ouais. Mhm. Alors, il y a notre Alain Dejour et il y a Alain Dejour que tu connais, que tu vois dans les soutiens des patients experts, qui forment des patients experts et que j'ai Ah interrogé. oui, oui, tout à fait. Et Mhm. oui, et oui, et que j'ai interrogé il y a quelques jours, et il m'a dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il m'a dit qu'en écoutant mes séminaires, tout à fait au départ, il a entendu cette phrase, OK, donc vous êtes là, un patient, et je suis là. Et concrètement, j'avais expliqué ce jour-là que qu'être présent, c'était compliqué. Mais il m'a dit qu'il avait entendu ce jour-là quelque chose qu'il utilise maintenant tout le temps dans l'accompagnement et le soutien des patients. C'est qu'effectivement, les patients ont besoin qu'on entende que nous sommes là. Tout simplement. Et être là, tu le dis dans ta pratique. Quand tu reçois un patient qui te fait cette remarque de dire, bah, finalement, quand je lève le coude, au moins je baisse pas les bras. Et puis vous êtes là pour l'entendre quand même, docteur. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on soit des témoins, pas des témoins toujours acteurs, mais des témoins tout simplement. Et nos patients ont besoin de pouvoir témoigner de quelque chose. Je crois, tu vois, quand on voit des patients écrire leur histoire, ils l'écrivent, ça leur permet de la lire et de se lire et de se rendre compte qu'ils sont vraiment là, qu'ils ont une réalité dans ce qu'ils vivent. Même si d'autres pas si d'autres ne le lisent pas, l'important c'est qu'ils aient pu l'écrire. Maxime Chaliot, je l'ai interviewé, c'est un jeune médecin qui travaille dans la santé publique et qui raconte que, tu le verras dans les posts sur LinkedIn, il est passionnant. Il a eu une pneumopathie très sévère. Il explique bien dans son interview. Et donc, il s'est retrouvé dans une chambre où on a cru qu'il allait mourir d'ailleurs au départ. Et puis, il a vécu une visite médicale. Et il a vu arriver toute cette équipe qui arrive médicale et il s'est dit, mais je n'existe plus là, bon, je n'ai pas de place. Donc, il est devenu patient. Il a oublié qu'il était soignant à ce moment-là. Et puis après, il s'est dit, mais je suis un soignant quand même. Et il entendait, quand le patron rentrait, il disait, alors on vient voir notre collègue, mais vous voyez, on venait voir le collègue, mais on venait surtout voir un patient, et le collègue, il n'existait plus. Et il s'est dit, mais finalement, je pense qu'il faut défendre ce côté qui est assez envahissant d'une équipe qui vient voir un patient, mais peut-être aussi d'un soignant qui a besoin, lui aussi, de garder une place de patient de temps en temps. Et ça me fait penser à une amie qui est décédée d'un cancer et qui m'avait dit comme remarque, euh, quand sa collègue l'a reçu pour une énième récidive, elle lui a dit, que veux-tu qu'on fasse? Que veux-tu que je fasse? Mais elle lui a dit que tu fasses comme avec les patients, que tu décides. Voilà, c'est intéressant. Ça veut dire, je crois que dans la dictologie, c'est ça que nos maladies nous demandent. Décider un petit peu pour moi, là, je ne peux pas le faire. Et puis quand je vais être en mesure de le faire, je vais reprendre de la distance. Donc moi, j'entends un peu ça dans ce que tu nous as dit. Et puis pour terminer, quand tu as parlé de cette maladie avec des crises, j'ai toujours souri quand je me suis intéressé à la migraine. En fait, je disais à des patients, vous avez des antécédents? Oui, oui, je suis migraineux. D'accord. Avez-vous fait des crises là ces derniers temps? Non, non. Si vous n'avez pas de crise, vous n'avez pas de migraine. Pour avoir une maladie comme la migraine, il faut des crises. Très dérangeant. Alors, je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être je vais vous apprendre à toute seule couper vos crises. S'il n'y a plus de crise, il n'y a donc plus de migraine. Et donc, je n'avais plus donné de médecin de traitement de fond pour la migraine. Et c'était très amusant parce que le fait de dire je suis migraineux garde une porte ouverte, c'est le risque de refaire des crises. Parce que si je fais plus de crise, je suis plus migraineux. Voilà, c'était une remarque. Je ne pense pas que les patients aient du plaisir. Alors, à l'inverse, je disais hier dans une vidéo, Sveg avait fait le commentaire sur un enfant.
Cet enfant était migraineux et le jour où il n'a plus de migraine, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai si je ne veux pas penser? Et donc, il avait donné cette définition de anesthésie douloureuse de la pensée. C'est un fait, ça veut dire que là, on n'est plus vraiment dans la migraine, mais tout simplement dans la douleur. Et quand la tête a mal, ça lui permet peut-être de moins penser. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on a un joli travail à faire, parce que c'est bien aussi de ne pas penser sans avoir mal. Écoute, nous voilà Oui, dans notre... penser fait mal, disait Bion d'ailleurs. Mhm, mhm. Ben oui. Eh ben oui. Alors, tu as rencontré plein de gens. Tu as croisé des personnes qui t'ont fait basculer à gauche, un peu à droite, à gauche. Tu as parlé du rythme, de la cardiologie, et je me disais en t'écoutant, est-ce que l'arythmie euh, qu'on peut entendre dans le jazz, euh, est-ce que c'est un espace qui est plein de rythmes, mais un rythme un peu particulier? Dans le jazz, on va parler plutôt du contrepoint, mais le contrepoint vient à contretemps, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on est dans l'arythmie, mais pourtant on n'est pas dans le rythme le plus habituel. Alors, est-ce que pour toi, l'arythmie est un rythme, même s'il est arythmique, ou est-ce que c'est vraiment l'absence de rythme, euh, je dirais, Attends, mesuré comme on le fait habituellement? j'ai pas bien entendu le début de ta question par rapport à l'arythmie. Tu voulais dire, Est-ce que pour toi, l'arythmie cardiaque, c'est sortir du rythme habituel, celui qui permet de ouais. dire qu'on est dans le rythme, qu'on a un rythme sinusal avec une excitation, une prolongation de l'influx dans le cœur, ou est-ce qu'on pourrait dire que l'arythmie est une autre façon de suivre un rythme? Eh ben oui, je serais assez tenté de le penser, sauf que si c'est une arythmie complète par fibrillation auriculaire, pardon, c'est un peu autre chose quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a en nous, en fait, il y a un frottement, on pourrait dire, entre l'interne et l'externe, entre le dedans et le dehors. C'est ça qu'on pourrait appeler, que l'on pourrait dénommer d'ailleurs le rythme-relation. Ça fait penser un peu à ce que le sociologue Hartmut Rosa appelle le moment où ça résonne, hein, les moments où peut résonner avec les autres, où ça peut résonner avec le monde. Je pense que le rythme est une composante essentielle de nos vies. Le danger, ce serait de trop l'automatiser. Il y a quelqu'un que tu dois souvent écouter, parce que je sais que tu es musicien et pianiste, et c'est André Manoukian. Et André Manoukian, dans ses émissions, il parlait justement de la question de la résolution en musique. Il dit que la résolution, c'est quand on fait des accords, puis à un moment, on est un peu à côté. Donc, il y a un peu de déséquilibre. Et puis après, il est résolu. Et là, ça donne finalement quelque chose de nouveau et de tout à fait intéressant. Mais au fond, le grand musicien génial qui a créé ça, c'est quand même Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach a créé effectivement cet art du contrepoint quand même, hein. Et ce que tu évoquais tout à l'heure. Et je trouve que bah, il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour moi, c'est comment au fond, tu parlais de la présence tout à l'heure, être là. Et comment être, alors on est tout à fait dans le droit fil de François Roustan, dans ce qu'il disait, être là dans cette vraie présence, ce qui n'est pas si simple. Parce que si on prend par exemple le champ de la théorie polyvagale ou du système nerveux autonome pour faire court entre les différentes branches du parasympathique, si par exemple on est en train d'échanger ensemble, si je suis dans le sympathique, sympathique c'est-à-dire un mode de défense, je me sens peut-être agressé par tes questions, donc je vais être dans un mode un peu défensif, donc je simule mon sympathique avec tout son cortège de neuromédiateurs, noradrénaline, etc. Et toi, tu es en mode ventral. Tu es tranquille, tu es apaisé, tu es en mode ventral, le bon vague, pas le mode dorsal, parce que le dorsal, ça voudrait dire que tu es dans une menace de détresse et là, il y a une hypoactivation totale. Mais même nous, si dans l'échelle, dans la représentation de l'échelle, si toi, tu es en mode ventral et moi en mode sympathique, c'est très difficile de pouvoir s'accorder. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que thérapeute, si je sens que l'autre est dans une dimension plutôt d'activation sympathique, il faut que j'arrive à m'accorder à... Donc ça va demander des petits désaccords et accords. C'est là où on peut parler de la véritable alliance thérapeutique et pas encore une fois un lit de pétales de rose, mais c'est des tentatives répétées pour qu'à un moment, il y ait quelque chose qui soit une sorte de résolution où là, on trouve véritablement un accord. Donc vraiment, l'histoire du tempo, qu'on pourrait relier aussi à l'espace thérapeutique, mais l'histoire du tempo, pour moi, c'est fondamental, hein, et je trouve qu'on le travaille, enfin, peut-être que d'autres le travaillent, hein, mais moi je trouve qu'on ne le travaille pas assez. Voilà, c'est cette notion.
évoqué encore une fois très bien par Jean-Sébastien Bach. On aurait presque envie d'écouter une fugue en ré mineur. Eh bien, c'est effectivement cet équilibre entre le contrepoint et l'harmonie, quoi. Voilà, je ne parle pas de la virtuosité technique de Jean-Sébastien Bach, que parmi nous, il y en a aussi qui ont plus de virtuosité technique, mais ce qui est le plus fondamental et le plus puissant, je dirais, acteur de la psychothérapie, c'est la relation. Alors après, on le sait très bien, hein, que les différents aspects techniques, bah, c'est intéressant, bien sûr, on ne peut pas le négliger, mais c'est pas ça le fondamental. J'avais l'occasion d'interroger, de parler avec Eddie Louis, et il me dit, il venait d'écrire la musique du bruit des glaçons, du film de Tavernier. Et il me Ah dit, oui. c'est pas simple, il me dit, c'est pas simple parce que je n'ai pas appris le classique, etc. Et puis après, on a parlé de Bach. Un jour, André Manoukian expliquait que des gens comme Bach ou d'autres jouaient de 40 instruments. Ils n'apprenaient pas un instrument, ils apprenaient la musique et ils jouaient de tous les instruments. Et Eddie Louis me dit, pour moi, le meilleur jazzman, c'est Bach. C'est Bach. Et Je alors, suis pas étonné, je suis et pas moi, je étonné, voilà. dis, tu vois, et alors tu le dis pareil, et ce que moi je trouve toujours étonnant, c'est quand tu assistes à un concours de piano et qu'un musicien rate une note dans du bac, eh ben, très souvent il reprend pas, ça s'arrête. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui semblait même une musique quasiment improvisée à chaque instant. On arrête au milieu, on peut pas le reprendre. Voilà, c'est une remarque. Et j'ai vu donc une directrice de concours dire, bah, écoutez, reprenez, elle a calculé le nombre de minutes qui s'étaient écoulées et le musicien a pu reprendre, mais il a tout joué parce qu'on voyait bien que tout était différent. Ça s'enchaînait. C'est ça que je trouve intéressant. Euh, Oui, mais regarde aussi, si je peux me permettre, l'inspiration qu'a généré Bach, même pour des arrangements. Repense par exemple au groupe Procol Harum, qui s'est inspiré de Bach pour la chanson A Whiter Shade of Pale, hein. Et puis, on a d'autres exemples comme ça. C'est-à-dire que Bach a vraiment ouvert toute une dimension je dirais, novatrice dans des nouvelles formes musicales. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des ruptures complètes. C'est vraiment à chaque fois on est imprégné d'un héritage, là en l'occurrence de l'héritage de Bach, et on sait à quel point ça a influencé Mozart, Chopin, etc. Enfin, voilà. alors après, tu as vu les musiciens comme Jacques Loussier, qui a été un des premiers à jouer Hum, dessus. Moi, ce qui m'amuse avec Jacques Loussier, c'est le titre qu'il avait donné, Playback. C'était, non, c'était vraiment du vrai direct quand il jouait. J'avais entendu Claude Bonning le jouer. Il y a Brad Meldo qui a fait quelque chose de récent sur Bach, où il prend un morceau de Bach, une pièce, ensuite il improvise autour de cette pièce. Donc c'est absolument fabuleux. Bach est omniprésent. Euh, Tu as parlé tout à l'heure du rythme cardiaque, ce qui est toujours étonnant dans le rythme cardiaque, par rapport d'ailleurs à ce que nos patients peuvent décrire ailleurs, hein. Certaines formes d'arythmie ne sont pas ressenties. C'est ça qui est hum, important. C'est de voir qu'on peut vivre, fonctionner avec un rythme qui n'est plus le rythme habituel, donc parfois c'est même dangereux. Euh, Finalement, moi je trouve que certaines souffrances de patients sur le plan psychologique sont identiques. Ils vivent avec, ils vivent avec. Voilà, avec ce qui peut se passer après. Tu fais un peu le parallèle entre les deux? Ah oui, j'aime bien ta proposition là, c'est-à-dire que on retrouve ça d'une certaine manière aussi sur le plan clinique, quoi. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir une telle sensibilité que la moindre petite variation va être considérée ou interprétée comme un signe d'alerte, et d'autres vivront dans une arythmie sans le percevoir, quoi, Alors, je dirais le percevoir, là aussi, la perception suppose un regard conscient, du moins une écoute sensorielle consciente, si on dit perception. Si on dit au sens de Stephen Porges, neuroception, c'est autre chose. Ça veut dire que là, c'est je dirais à l'insu de nous-mêmes, hein. C'est quelque chose qui se passe inconsciemment et qui fait que on a des signaux qui sont envoyés et on sait que ça représente 80% des informations qui montent viennent effectivement de notre système nerveux autonome, tandis que seuls 20% vont descendre. Enfin voilà, c'est quand même impressionnant, quoi. Alors, tu t'intéresses, Gérard, à l'art, je l'ai vu souvent, tu t'intéresses à l'art, tu en parles. Tu as même participé à l'écriture d'un livre où il y a des photos, tu participes à cet ouvrage. Tu aimes, avec les mots, donner du sens et de la couleur à ce qu'on pense. Pour toi, quelle est la forme d'art la plus simple, la plus spontanée, qui peut nous servir tous les jours dans la thérapie?
Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. D'abord parce que quand tu dis art, c'est toujours intéressant au fond, qu'est-ce que c'est l'art pour toi? Qu'est-ce que c'est l'art pour moi? Peut-être qu'on a d'ailleurs des conceptions différentes, parce que l'art est un concept très complexe qui a évolué au fil du temps quand même. C'est un vrai défi philosophique. L'art, c'est une activité créatrice, bon, qui est destinée à générer, à produire, à toucher les sens, à générer de l'émotion, à interpréter le réel, à faire appel à l'imagination, etc. Moi, ce que j'ai appris dans mon éducation, dans ma culture familiale, c'était la philocalie, c'est-à-dire c'est l'amour du beau, quoi. L'art, d'ailleurs on disait les beaux-arts, hein, c'est la philocalie, ce qui vient du grec philos et kalis, c'est-à-dire l'amour du beau, qui signifie amour de ce qui est beau, sous-entendu pour les Grecs, ce qui se confond avec le vrai et avec le bon, hein. Alors qu'on a bien vu avec le temps que les choses ont quand même pris différentes formes. Alors bien sûr, ça peut s'exprimer dans la peinture, la sculpture, la musique, la danse, la littérature, le cinéma et la photographie et bien d'autres peut-être formes encore. Mais on a vu comment ça s'est dissocié à partir de ce qu'on appelle l'art moderne ou l'art contemporain pour non plus inclure des œuvres qui cherchent à faire qui sont du côté de la philocalie, mais interpeller, voire déranger le spectateur. Et c'est ce qu'on peut appeler la frontière entre l'art et le non-art qui est particulièrement floue. Je pense à Marcel Duchamp, hein, par exemple, hein, quand ces fameux ready-made, hein, quand il montre un bidet, je sais pas, un porte-manteau ou un porte-bouteille, et il le présente comme ça, c'est-à-dire il le prive de sa fonction utilitaire, et il dit, voilà, ça c'est de l'art. Ah, là, je peux te dire que moi j'ai du mal avec ça, quoi. Je peux entendre qu'il y a une espèce de recherche de ce côté-là, mais quand même, moi j'ai un petit peu de mal. Pour moi, c'est pas vraiment de l'art, ou du moins, c'est pas l'art tel que je l'entendais, mais peut-être que je suis piégé dans mes propres représentations, hein. Parce que pour moi, l'art, il est quand même du côté de l'ouverture vers l'esthétique, vers quelque chose qui nous fait grandir. Bon, Alors, passons. tu vas Mais voir il y a que un je bel pense. exemple. Ouais, ouais. Il y a un bel exemple, je pense, d'un peintre qui m'a au début, tu vois, provoqué presque une réaction négative et qui, maintenant que je l'ai découvert un peu mieux, j'ai complètement changé d'optique et d'avis. C'est Pierre Soulages, avec son monochrome, qui a une influence très importante sur l'art contemporain. Il dépasse l'abstraction traditionnelle, il dépasse l'abstraction géométrique comme mon pull là, de Mondrian ou de Malevich, et avec une seule couleur, le noir, où il travaille la matière, la texture de la matière, utilisant le noir et encore le noir, jusqu'à l'outre noir, comme il dit. Et curieusement, quand on est en contemplation devant ces tableaux, ben, du coup, la lumière apparaît. Enfin, on a vraiment une expérience sensorielle et méditative et contemplative au-delà de la simple perception visuelle. Voilà un exemple, je pense, où là, pour moi, Pierre Soulages fait vraiment de l'art, mais dans un premier temps, eh ben, j'aurais pu dire, bah non, ça c'est pas de l'art. Il se fout de la tête des gens en mettant que du noir. Enfin voilà, c'est pas du tout. En fait, pas du tout. Comme quoi, il faut, je dirais, il faut se décaler un peu soi-même, s'expérimenter et sortir de nos préjugés. Mais comme disait Einstein, curieuse époque où il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Mais c'est vrai pour nous tout le temps. Ça, on est pris dans des raies éducationnels, etc. Par exemple, tu parlais de la musique. Mon père était donc un Ashkénaze qui vivait à Cracovie et qui a eu comme prof de piano Arthur Rubinstein. Ça laisse des traces hein, quand même dans la famille, hein. Ma mère était également, elle est toujours pianiste. Malheureusement, elle ne peut plus jouer du piano parce qu'elle a une DMLA sévère. Mais moi, j'ai toujours entendu mon père écouter Franz Liszt, Chopin, etc. Moins Tchaïkovski. Mais quand ma mère jouait du piano, il avait presque une crise parce que ce n'était pas du niveau attendu selon Arthur Rubinstein. Donc, là aussi, ça peut jouer un rôle en disant bon, jamais je jouerai correctement du piano, donc je me suis mis à la guitare, quoi. Oui. Alors, il y a En plusieurs n'étant pas choses très qui bon me viennent guitariste, mais ça me fait plaisir. en Hmm. t'écoutant, je pense à plusieurs choses. Pour commencer, quand je t'ai posé la question, quel est l'art que tu trouves le plus présent tous les jours dans notre pratique?
je fais allusion à quelque chose, c'est qu'on a toujours dit que la médecine était un art. C'est comme ça que les gens en parlaient autrefois. Et la question que je me pose, c'est finalement l'art, quelle que soit la définition qu'on lui donne, euh, c'est une proposition de lien. C'est le lien qui va être un lien C'est ça. artistique, un lien sécure, un lien d'attachement, etc. Si c'est un lien, ça veut bien dire que l'artiste a besoin de l'autre, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester tout seul, totalement isolé. Je me rappelle d'une ou deux patientes que j'ai vues, euh, les deux personnes comme ça, qui ont détruit tout ce qu'elles avaient peint, en disant un jour j'ai tout détruit. Oui, mais il y a juste un détail, c'est que personne ne l'avait vu. C'est singulier. Ça veut dire qu'elles ont détruit quelque chose que personne n'avait vu. Quelqu'un l'aurait vu, ça aurait pris un autre sens. Donc les deux personnes avaient été très déçues que personne se batte pour dire mais récupérons ce que tu as détruit. Non, puisque personne ne l'avait vu. Dans le lien, tu parles dans le lien, ça veut dire qu'il faut être vu, il faut bien voir quelque chose. Donc la lumière est probablement un des premiers facteurs du lien. J'avais été étonné un jour de voir des tableaux, peut-être non pas à Beaubourg, au Louvre, bien sûr. Et je me suis dit, les peintres du 16e, 17e siècle, qu'est-ce qu'ils avaient de différent entre eux? C'est d'arriver ou pas à représenter la lumière. Et il y a des tableaux qui ont été très touchants, où on avait une scène dans l'obscurité, un petit rayon de lumière. Quand on regarde de Stahl, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps en fait. J'ai vu ça à Lucerne. Il y avait une fondation, et dans cette fondation, il y avait un tableau de Stahl totalement noir. C'était finalement que des tableaux, que des cadres noirs. C'était Oui, oui, étonnant. c'est ça. Ouais. Voilà, on est Ben, dans ce que tu disais, on est exactement là-dedans. Et puis Soulage, Soulage, c'est étonnant. Je l'ai vu moi avec une expo de Pinot, j'ai vu c'est noir et on peut parler de noir clair et de noir sombre. C'est une Hmm. hallucination. Donc c'est vraiment très étonnant. Je pensais aussi en t'écoutant à Niki de Saint-Phal, qui a permis de connaître peut-être quand même Klein. C'est une association qu'on a vu, le fameux bleu de Klein. Le bleu, c'est du bleu. Mhm. Et pourtant, on a découvert des bleus différents. C'est ça que je trouve étonnant. Donc l'art, c'est peut-être aussi le moyen de donner un lien qui passe par des nuances que personne ne connaît. Voilà, c'est ce que C'est je dis ça. un peu. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut comparer cette façon de dire, à une relation thérapeutique, on va avoir une palette. Sur la palette, on va mettre on va mettre des peintures, on va mettre des pigments, voilà. Et puis avec ces pigments, on va jouer. Et est-ce qu'on peut dire que l'hypnose, finalement, est un art qui va travailler sur la relation thérapeutique en utilisant un peu de confusion, un peu de suggestion, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu mettrais de l'art dans ça? Je mettrai un peu d'humour aussi, en citant Voltaire qui disait l'art de la médecine consiste à distraire le patient pendant que la nature le guérit. Et c'est pas si bête que ça. C'est-à-dire que en hypnose, d'une hypnose conversationnelle, le fait d'être présent à l'autre, d'être dans le lien, certes, mais ne pas trop intervenir, ne rien faire, comme on dit souvent d'ailleurs, ne rien faire, laisser faire et tout est fait. Hein. Alors, au fond, la phrase de Voltaire, elle est quand même très signifiante hein, d'une certaine façon. Mais tu as raison de souligner que ce jeu des nuances est tout à fait fondamental. Le problème, c'est que si on est dans une écoute armée, c'est-à-dire une écoute qui déjà cherche à faire entrer dans les cadres nosologiques qu'on connaît avec tout ce que ça peut comporter. Je pense au DSM, mais pas que le DSM, bien sûr. C'est à ce moment-là, on va perdre le sens de la nuance. C'est-à-dire qu'on va être recruté nous-mêmes par le cadre nosologique que l'on veut pratiquement un peu imposer d'une certaine façon pour notre conduite thérapeutique. Et là, on risque de rater quelque chose. On risque de rater la nuance, justement. Cette nuance qui me paraît si fondamentale pour générer ce double accordage. Ouais. Tu as parlé de sculpture tout à l'heure. Ce qui est très étonnant dans la sculpture, c'est de représenter le mouvement. On est d'accord, c'est toujours étonnant. C'est comme quand on dit on va créer la troisième dimension. On a fait des peintures, on ne connaissait pas, on n'avait pas de représentation Internet pour montrer la 3D. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que dans le lien à l'autre, dans le lien thérapeutique, le mouvement finalement doit être utilisé en marchant avec quelqu'un? Ou est-ce que tout simplement la suggestion ne permet pas de le suggérer et de remettre en mouvement quelque chose, c'est-à-dire la possibilité de penser? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, parfois, c'est pas inutile de remettre en mouvement physiquement et dans la réalité physique. Il m'est arrivé, je le dis volontiers ici, d'aller marcher avec des patients. Parce que je sentais ou j'intuitais le fait que assis dans leur fauteuil, il y avait quelque chose qui restait figé et même par la suggestion, par la métaphore, ça ne suffisait pas.
Et le fait de remettre en mouvement physiquement, créer quelque chose. Mais le plus souvent, c'est vrai que par le jeu de l'imagination, par le jeu de la relation, on remet en mouvement quelque chose, ne serait-ce que l'acte de la parole, l'acte de penser et l'acte de la parole. C'est quand même une mise en mouvement, quand même. Alors, dans l'année qui va arriver, dans cette année 2024-2025, tu seras présent, on te retrouvera. On te retrouvera sur la CCH pour une conférence au mois de décembre qui sera une très jolie conférence. On recevra Dimitri Rochambeaury, qui a écrit un premier livre sur la colline, le démon de la colline au loup. C'est un ouvrage qui est extrêmement frappant. Euh, Dimitri Rochambeaury, il arrive il est journaliste, il arrive du milieu judiciaire. Mhm. Donc il était présent lors des procès et il va parler, il va décrire ce qu'on peut voir dans cette violence, je dirais, frustre d'un monde qui souffre, qui est dans l'alcool, qui est dans d'autres choses. Il aura deux orateurs avec lui de très haut niveau, Gérard Osterman et Patrick Bellé. Et donc, vous allez tous les trois jouer avec les mots. Ça a beaucoup plu à Dimitri Rochambeaury. Ce sera, je pense, une très jolie conférence pour nous montrer comment on peut effectivement s'éloigner parfois des mots avec un X et aller vers des mots et comment les mots peuvent nous faire aller à gauche, à droite, au milieu, nous ressentir dedans. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de cette force des mots? Pourquoi les mots ont autant de force dans notre esprit, dans notre société? Même si aujourd'hui on ne fait plus de lettres, même si aujourd'hui on utilise des morceaux de mots. Parce que je pense que la fonction et la parole nous permettent de encore mieux nous représenter le monde et de voir le monde qu'avec nos propres yeux. C'est-à-dire que c'est une fonction qui recouvre énormément de, je dirais, de réseaux neuronaux qui nous permet ouais, d'avoir se représenter, se présenter à nouveau le monde autour de nous, le monde relationnel, et que la parole, bah, alors c'est vrai qu'on pourrait dire au commencement était le verbe, mais euh, c'est une fonction créatrice en même temps. Et en même temps, c'est un piège. Parce que, enfin, c'est un piège. Ça peut être un leurre. C'est-à-dire qu'on peut, en utilisant telle parole, croire que l'on a saisi quelque chose, alors que quelque part, ça nous échappe également. C'est-à-dire que là, ça pourrait être lacanien, ce que je vais dire, c'est la vérité, mais pas toute. Mais le mot, les mots MOTS, parce qu'ils recèlent, et là, merci monsieur de Saussure, entre le signifiant et les signifiés, quand même, ça nous permet de nous éveiller véritablement à une réalité qui, quelque part, et nous fonde et nous dépasse. Quand on parle avec un patient, je résume souvent l'hypnose en lui expliquant, vous venez me voir, vous venez me rencontrer, donc il y a le mot rencontre, je vais vous rencontrer, et puis vous venez peut-être pour pouvoir repartir en regardant beaucoup plus de choses que vous voyez, que vous le faisiez avant. On voit beaucoup de choses, on ne les regarde pas. Donc, comme tu l'as dit, le mot va permettre d'approcher des choses qu'on n'arrive plus à regarder, en fait. Je pense qu'on voit beaucoup de choses, on voit même énormément de choses. Peut-être que les mots sont plus doux, sont plus fins, sont plus perspicaces finalement que notre regard. Tout à fait. Et puis, c'est ce qui va nous permettre aussi tu parlais de regard. Il y a différents types de regards, justement. C'est-à-dire comment euh, avoir une espèce j'allais dire deuil de la synthèse. Ça, c'est presque au sens jungien d'archétype de la synthèse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un regard analytique, on peut avoir un regard qui se veut objectif, et d'ailleurs qui est nécessaire sur le plan de la démarche scientifique, qui est rationaliste, et ça colle très bien avec une démarche même philosophique, logique. Et puis on a un regard qui peut être un regard un peu comme un chaman très intuitif, très sensoriel, et en même temps, c'est aussi des informations. Et puis, il y a le regard affectif, il y a le regard du lien lui-même. Et puis, tous ces regards-là doivent pouvoir s'intégrer, se compléter pour avoir effectivement, peut-être, je dis pas avoir justement, être dans quelque chose qui est une espèce de regard plus holistique, plus synthétique, plus, voilà. Ben, c'est pas facile parce que là encore des mots, on est en train de découper les champs, mais ça montre la complexité effectivement d'un regard. On peut parler de l'oreille, hein, au même titre. Hein. Comment, par exemple, je vais écouter une musique et je vais entendre certaines choses, et puis toi qui auras eu peut-être une autre expérience de tel musicien ou de tel chanteur, etc.,
de tel rythme, tu vas m'en parler, les mots vont éclairer quelque chose, et quand je vais réécouter cette musique-là, j'entendrai ce que je n'ai pas entendu, ou du moins j'écouterai différemment, ce qui me permettra d'entendre différemment. Mm. Tu parlais tout à l'heure d'André Manoukian, c'est vraiment ça, sa force, c'est de pouvoir expliquer à des personnes pourquoi elles peuvent écouter un tel, comment elles peuvent l'écouter, il l'écoute à sa façon. C'est intéressant. C'est intéressant de le voir accompagné, de le voir dans l'album où il a fait chanter Mélodie Gardot. Il fait un réaccompagnement de chanteuse qui est absolument étonnant, très intéressant. Pour terminer, Gérard, on a parlé de la relation thérapeutique, on a parlé de l'hypnose, on a parlé de MDR, on a parlé de plein de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses quand tu vois tout ce courant donc, de personnes qui ne communiquent plus, qui ne communiquent plus réellement. En fait, elles pistent l'info qui sort. Elles ont la sensation de savoir la vérité puisqu'elles voient arriver quelque chose qui a été publié. Euh, Comment peut-on aujourd'hui encore aider des personnes qui sont en train de se perdre? On est tombé dans la marmite de l'immédiateté et donc finalement on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps d'analyser, on n'a plus le temps de prendre du recul. C'est assez inquiétant et dans société, c'est très envahissant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne peux que souscrire à ton impression et à ton analyse des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le temps du sprint, on est dans cette accélération du temps, on est en même temps de plus en plus dans l'isolement, ne serait-ce qu'avec les outils techniques comme les portables, etc. Nous-mêmes, on est un peu captés dedans. On arrive à s'en extraire, et tant mieux, parce qu'on a justement, on a des liens qui permettent ça. Mais je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de, effectivement, de s'abîmer, mais peut-être que après tout, ça fait peut-être partie de l'alchimie, de l'œuvre au noir et de la transformation. Mais si tu as dû observer comme moi, regarde, la plupart des patients que je vois, jeunes et moins jeunes, hein, sont tatoués. C'est-à-dire que le tatouage est comme une espèce de marque maintenant qui est, alors on va dire c'est une mode. Ouais, c'est un petit peu rapide et un petit peu court de dire ça. Moi, je pense qu'il y a le problème du contenant psychique et que peut-être que l'erreur, et Winnicott l'avait déjà pointé en son temps, c'est qu'on croit qu'il y a réellement la notion d'individu. Et c'est pas si sûr que ça, quoi. Et cette notion d'individu, c'est un concept forgé en Occident, on pourrait dire dans une sorte de capitalisme psychique, et qui fait qu'on croit qu'il y a un individu. Donc on pense qu'on est vraiment séparé. Donc il faut faire du, entre guillemets, développement personnel, avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur ça. Et donc finalement, on en arrive à quoi comme conclusion? Perte d'estime de soi, où on est toujours dans la comparaison, et la comparaison, ça fait loucher, ça aide pas vraiment. Et puis, du coup, on a aussi une perte de confiance au niveau de l'agir. Donc là, il y a un problème. Et ce problème, c'est effectivement comment ralentir, comment laisser le temps au temps pour que on puisse finalement redécouvrir en soi finalement des ressources qui étaient là, mais pas dans le culte de la performance, pas dans le culte d'être plus que l'autre, euh, au mieux de soi, et c'est déjà très bien. Donc, cette introduction au flow par la méditation, par différentes techniques, peu importe, mais il faut déjà qu'il y ait une intentionnalité et que nous, en tant que thérapeute, on invite effectivement, peut-être par notre propre présence en l'ayant exercé, on invite à ce mouvement-là, quoi, en expliquant que là, il y a une racine pour aller mieux, quoi, pour retrouver quelque chose où on va avoir un effet bourgeonnant et d'ouverture. Parce que, au fond, de façon un peu simpliste, où on est dans l'ouvert, où on est dans l'enfer. Et le monde d'aujourd'hui, il ressemble plutôt à l'enfer, quoi. Enfin, souvent, c'est souvent ce que j'entends. Hein. Voilà, Pour enfer, terminer, enfermement. pour Voilà. terminer, je vais te donner une image que je trouve positive et tu vas la comprendre. Euh, J'avais vu une situation en maison d'arrêt où je travaillais avec un détenu qui venait me voir. On avait une heure de rendez-vous pour une séance d'hypnose et il vient au moment d'avoir théoriquement son traitement de substitution. Et je lui ai dit, choisissez. Si vous voulez aller chercher la substitution, je vous fais la séance après. Il a réfléchi, il m'a dit, on fait la séance. Ce jour-là, il a commencé à comprendre qu'il pourrait s'écarter de ce qu'il prenait. Il a en fait arrêté. Et je l'avais présenté à Saint-Brévin-les-Pins, chez Eric Bardot.
Et la semaine dernière, j'ai vu une patiente qui est en grosse, grosse souffrance par rapport à la cocaïne qu'elle recherche partout, partout, partout. Je lui propose un exercice, elle m'a dit oui, mais je vois pas trop ce que ça va changer. Et pendant l'exercice, elle est partie faire ce que je propose souvent de faire, du canoë en hauteur sur les pistes de ski. C'est ça la créativité. J'habite à Annecy, je me sers de ce qu'il y a autour. Et c'est pour dire que dans cet exercice très présent, elle a pu supporter ce qu'elle pensait insupportable, c'est-à-dire d'avoir l'envie maintenant d'avoir quelque chose, donc du craving. Non, il ne va rien se passer si elle n'a rien. Il s'est passé quelque chose de tout à fait différent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé tous les deux souvent ensemble. Tu sais qu'on a écrit on a Mhm. préfacé ce qu'allait écrire Jean-Pierre Coutron. On peut effectivement être dans une zone de confort qui représente un certain nombre de dangers, celle que connaît le patient. Nous, on va aller peut-être l'accompagner vers une autre zone qu'il va découvrir, qui sera peut-être plus confortable. En tout cas, ça prend du temps. Mais l'intérêt, je pense, de l'hypnose, comme de Bach, c'est que quand on s'embarque dans ça, on est porté. Et ça se fait tout seul. Et vraiment tout seul. C'est ça que je trouve intéressant chez Bach. Laurent Gros travaille avec du Bach tout le temps, ça défile. Voilà, on sait qu'on est porté par Bach. Ça me paraît intéressant. Gérard, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi Pascal, et puis ben, à bientôt donc hein, pour la suite, À avec bientôt. grand plaisir. Merci. Merci. À bientôt.